Plonge dans l'art de la nuance, là où les pensées s'entremêlent. Des teintes subtiles à découvrir, Nuance, c'est ton rendez-vous avec la réflexion. Un balado par et pour les jeunes adultes, à l'intérieur duquel des conversations nuancées en matière de diversité et d'inclusion prennent place. Le balado Nuance, c'est différentes perspectives et les subtilités qui les accompagnent. C'est une balade auditive dans la complexité des idées, une réflexion profonde et un dialogue ouvert invitant les auditeurs à élargir leurs horizons. Dans cet épisode du balado Nuance, je discute avec Jeanne sur le thème du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, communément appelé le TDAH. Jeanne est psychoéducatrice et chargée de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheure associée au laboratoire de recherche et d'intervention sur les difficultés d'adaptation psychosociale à l'école. Elle a aussi réalisé un postdoctorat à la KU Leuven en Belgique, lors duquel elle a travaillé sur les pratiques d'enseignement inclusif pour les enseignants de l'éducation postsecondaire. Finalement, on ajoute à tout ça le fait que dans le cadre de ses travaux de recherche, elle s'intéresse notamment au vécu des étudiants et des jeunes adultes qui ont un TDAH. Elle se penche aussi sur l'efficacité et sur les obstacles à la mise en œuvre de mesures d'accommodement. Allô Jeanne, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui puis de prendre ton temps pour discuter avec nous d'un sujet super intéressant. Bien, bonjour Marie-Pierre, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Merci de l'invitation. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne et je suis impatiente de commencer. Ah, tout comme moi. Bien, avant de commencer, je pense que c'est important de mettre des bonnes bases, des bases claires. Donc, j'aimerais que tu nous expliques de manière assez brève, qu'est-ce que le TDAH? Oui. Donc, d'abord, le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche 5 % des enfants, puis environ 2,5 % des adultes. Et ça se caractérise par des difficultés qui sont liées à l'inattention ou à l'hyperactivité impulsivité. Ce sont des difficultés qui persistent, OK? Donc, qui nuisent aussi au développement et au fonctionnement de la personne. Les symptômes associés au TDAH peuvent aussi nuire à son fonctionnement social à la personne, à son fonctionnement scolaire ou même professionnel. Chez les personnes de plus de 17 ans, lorsqu'on parle des symptômes d'inattention, pourrait s'agir, par exemple, d'avoir du mal à soutenir son attention durant un cours ou même une conversation, ou de perdre des objets qui sont nécessaires à son travail ou à la vie quotidienne, hein, comme tout le matériel scolaire, un dictionnaire même, ou son portefeuille. Là, maintenant, quand on fait référence aux symptômes d'hyperactivité, d'impulsivité, ça pourrait être, par exemple, de répondre à une question avant qu'elle soit entièrement posée ou de dire son idée avant de laisser la personne terminer de parler, d'avoir du mal à rester assis pendant un long moment, comme dans une réunion, par exemple. Je comprends, comme dans un cours aussi, j'imagine, c'est là qu'on voit les symptômes qui apparaissent le plus. Puis là, tu fais référence aux différents symptômes du TDAH, comme l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. Est-ce que toutes les personnes qui ont un TDAH vont présenter les mêmes symptômes? Non. On reconnaît 3 profils diagnostiques qui s'appliquent au TDAH, soit la présentation inattentive qui est prédominante. Donc, la personne va présenter, par exemple, de grandes difficultés à maintenir son attention. Ensuite, il y a la présentation hyperactive impulsive qui est prédominante, où la personne aura plus de difficultés à se contrôler, peut-être. Et la dernière présentation qui est combinée des symptômes d'inattention et d'hyperactivité impulsivité. Et c'est cette présentation-là, clinique du TDAH, qui est la plus fréquente. Ah, ben c'est super intéressant. Puis ce que je comprends, en fait, c'est que chaque cas est unique. Oui, chaque cas est unique. Cela étant dit, il faut faire attention parce que plusieurs symptômes doivent être présents pour avoir un diagnostic de TDAH. Et on ne peut pas juger ou diagnostiquer un TDAH sur la base de quelques symptômes. Il faut vraiment avoir une évaluation qui est approfondie, qui est réalisée aussi par un médecin, un psychologue ou un neuropsychologue. Je suis tellement contente que tu en parles parce que j'ai l'impression qu'on entend souvent chez des amis, chez des proches, des gens qui vont dire « Ah, je suis tellement inattentif. Oh mon Dieu, je suis hyperactif. Je suis pas capable de rester assis. C'est sûr que j'ai un TDAH. »
Oui, effectivement. Peut-être que ce serait intéressant aussi là, d'ajouter aujourd'hui, c'est qu'on considère le TDAH comme un trouble qui va bien au-delà des symptômes diagnostiques d'inattention, d'impulsivité et d'hyperactivité. On sait que les recherches actuelles montrent que les difficultés qui sont vécues par les personnes qui ont un TDAH seraient aussi liées à des difficultés sur le plan des fonctions exécutives. Autrement dit, ce sont les fonctions cognitives chez une personne qui sont indispensables à son bon fonctionnement de la vie quotidienne, comme les fonctions qui font en sorte que je peux gérer mon temps, qui m'aident avec l'organisation, la planification, la mémoire de travail, même la motivation ou la régulation des émotions pour n'en nommer là, que quelques-unes. Donc, je dirais que le TDAH, c'est une condition qui est complexe et qui est aussi hétérogène. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque personne va vivre les symptômes et les impacts du TDAH différemment, et aussi à différents degrés d'intensité. OK, je comprends. Puis, en fait, au-delà des manifestations comme l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité, le TDAH peut avoir des conséquences dans la vie de tous les jours de la personne. Est-ce que, concrètement, tu peux nous dire comment le TDAH affecte la vie d'une personne à l'âge adulte? Oui, je peux vous dire ça. Donc, c'est par contre assez complexe de répondre à cette question-là parce que, comme on a compris, évidemment, chaque adulte va avoir une expérience unique de comment le TDAH va l'affecter. Donc, ça va dépendre aussi à quelle période de vie cette personne-là est. Un adulte qui aura peut-être choisi de faire un travail qui l'intéresse, qui le passionne, c'est son travail rêvé, il risque d'avoir peut-être moins de difficultés à maintenir son attention comparativement à l'époque où il était à l'école puis il devait suivre différents cours au cégep ou à l'université qui n'étaient pas toujours peut-être intéressants à ses yeux, là. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est une condition qui évolue tout au long de la vie. Effectivement, Marie-Pierre, ça évolue tout au long de la vie. D'ailleurs, on sait qu'en vieillissant, les symptômes du TDAH, surtout ceux liés à l'hyperactivité, impulsivité, vont se manifester différemment de ceux présents à l'enfance. Par exemple, à l'enfance, on peut observer que l'enfant il bouge beaucoup, comme s'il était sur des ressorts. À l'âge adulte, ça va se traduire par des signes plus subtils d'agitation, comme bouger ses jambes constamment en dessous de son bureau, jouer avec des objets dans ses mains, parler beaucoup, être verbomoteur. Certaines personnes vont se distraire aussi elles-mêmes parce qu'elles bougent beaucoup. Et peut-être ce qui peut être ajouté aussi, c'est que l'agitation peut se faire ressentir davantage à l'intérieur de soi, comme un sentiment de nervosité ou de la difficulté à se détendre finalement. Par rapport à l'inattention, ça va être des symptômes qui vont persister le plus dans le temps chez les adultes et qui prédiraient plusieurs des difficultés rencontrées là, d'ailleurs à l'âge adulte. OK, c'est super intéressant. Donc, on comprend en fait que les manifestations peuvent être assez variées, mais est-ce qu'il y a des symptômes qui seraient classiques ou plus fréquents chez la majorité des personnes qui ont un TDAH? Bien, là-dessus, Marie-Pierre, je te dirais peut-être qu'il y a un dénominateur commun qu'on peut observer là, chez plusieurs adultes qui vivent avec un TDAH. C'est d'avoir du mal à passer de l'intention à l'action au quotidien. Donc, la personne va dire, par exemple, je sais quoi faire, mais j'y arrive tout simplement pas. Je sais que je dois faire telle chose, mais soit que je le fais pas encore, ou encore j'ai essayé de me faire des listes de tâches. Mais ça a été sans grand succès, là. Donc, ce sont de bons exemples, disons, pour expliquer qu'une des difficultés liées au TDAH est liée à la performance de l'action. Donc, contrairement à ce que des personnes peuvent penser, c'est pas de la mauvaise volonté ou de la lâcheté, OK? Ce sera donc important de développer des stratégies qui aideront l'adulte à transformer ces intentions-là en action. C'est pas simple, mais c'est faisable, OK? Donc, c'est aussi de se dire qu'il ne suffit pas de dire à la personne, organise-toi pour qu'elle sache comment le faire et qu'elle le fasse aussi au final. C'était tellement bon parce qu'on entend tellement souvent ça. Oui. Et un autre élément
qui peut avoir aussi un impact là, sur comment le TDAH affecte la vie de la personne, ce sont ses expériences antérieures. Hein. Donc, il y a certaines personnes, certains adultes avec un TDAH qui peuvent avoir peut-être une estime d'eux-mêmes plus fragile en raison des difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur jeunesse ou même au début de l'âge adulte, qui ont pu entraîner peut-être une dévalorisation de soi, un sentiment d'infériorité ou même un sentiment d'être différent des autres. Donc, ça va rendre encore plus ardu le fait de devoir persévérer dans une action. Je dirais que la première étape ici, c'est vraiment, Marie-Pierre, d'être bienveillant avec soi-même. Donc, de s'accepter tel quel, avec ses forces, avec ses faiblesses. Ensuite, c'est de comprendre comment le TDAH affecte notre vie. De comprendre c'est quoi les obstacles qui ralentissent notre mise en action pour pouvoir les contourner, justement. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'évite en ce moment? Quel comportement amène des conséquences, des impacts dans ma vie, peut-être avec mon entourage, dans ma vie scolaire ou même dans ma vie professionnelle? J'aime vraiment le fait que tu apportes la notion de bienveillance, puis je pense que ça concerne aussi les proches qui côtoient une personne qui a un TDAH. Jeanne, en fait, maintenant que tu es experte de ton domaine, tu connais super bien le TDAH, puis aussi les défis que ça implique au jour le jour pour une personne qui a ce trouble-là. Puis je me dis que c'était sûrement pas le cas il y a plusieurs années avant que tu commences tes études. Est-ce que tu serais en mesure de nous partager une conception erronée liée au trouble que tu avais avant de développer ton expertise? Bon, il faut dire que la recherche auprès des jeunes adultes puis des adultes qui ont un TDAH, ça a vraiment grandement évolué depuis les 15 dernières années. Donc, comme chercheur, je dirais que je développe moi-même continuellement mon expertise en fonction des nouvelles connaissances. Là. Ah ouais? Hey, je savais pas. Je suis quand même surprise d'entendre que le TDAH chez les adultes est étudié depuis si peu longtemps. C'est quand même surprenant. Non, effectivement, les premières recherches se sont plus concentrées auprès des enfants qui ont un TDAH. Là. Ceci étant dit, j'avais pas vraiment de conception erronée à mes débuts, je crois, mais je pense que justement, à mes débuts, j'avais pas un portrait global du TDAH, c'est-à-dire qu'on oublie parfois que le TDAH, c'est souvent accompagné de d'autres problèmes associés, hein, comme un trouble d'apprentissage, un trouble du spectre de l'autisme, un trouble d'anxiété ou dépressif, même de l'abus de substances ou de la douance même. Donc, la présence de ces autres diagnostics ou problèmes associés viennent ajouter des difficultés en plus de celles qui sont liées au TDAH et ça peut vraiment avoir une incidence ou disons des impacts sur les symptômes du TDAH. Peut-être leur gravité aussi ou les impacts sur le fonctionnement qui peuvent être plus importants chez la personne et aussi des impacts sur la vie quotidienne de cet adulte-là. C'est vraiment intéressant, Jeanne. Merci beaucoup pour ces précisions-là. Maintenant, je t'invite à écouter un témoignage. Donc, on a Thomas qui nous a partagé son précieux témoignage. Thomas débute actuellement là, ses études à l'université, puis il éprouve certaines difficultés en lien avec son TDAH. Parfait. Je m'appelle Thomas, j'ai 22 ans, j'ai un TDAH et je commence l'université en admin. Normalement, je réussis quand même bien, mais depuis le début de la session, je me sens dépassé. Je suis en échec dans plusieurs de mes cours, j'ai de la misère à organiser mon horaire et à gérer mon temps entre l'uni, le travail puis ma vie sociale. Les dernières semaines, j'ai dû annuler beaucoup de soirées à dernière minute, puis là, mes amis commencent à me le reprocher. Ma mère me répète toujours que j'ai pas vraiment de TDAH parce que j'ai toujours eu des bonnes notes et que je suis capable de gamer pendant plusieurs heures. Hier, mon prof d'économie m'a dit « Je comprends pas comment tu t'es rendu à l'université. Sans médication, tu finiras jamais tes études. » On remercie Thomas pour le partage de son témoignage. C'est super précieux pour nous d'avoir la voix d'un étudiant là, qui débute ses études. En fait, Jeanne, quand Ariane et moi, on a écouté le témoignage pour la première fois, il y a des éléments qui nous ont particulièrement interpellés. Donc, on a décidé de cibler 3 mythes en lien avec le TDAH qu'on aimerait que tu abordes puis que tu déconstruises aussi si c'est nécessaire. Ça te va? Oui, c'est parfait. Super. Donc, le premier mythe serait que la médication est la seule solution efficace pour gérer les manifestations qui sont associées au TDAH.
Alors ici, la médication, oui, c'est l'une des approches les plus reconnues pour le traitement du TDAH parce que les médicaments, on le sait, diminuent les principaux symptômes qui sont liés à l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Mais là, attention, OK? La médication pour le TDAH, c'est souvent vu comme une baguette magique qui peut faire disparaître tous nos problèmes. C'est vrai que c'est un traitement qui est efficace pour la plupart des adultes avec un TDAH. Mais la médication, ça n'améliore pas à elle seule le fonctionnement de la personne ou même son bien-être au quotidien. Autrement dit, la personne elle pourrait être moins distraite, moins agitée, mais la préparation de ses impôts ou de son travail de session ne va pas se remplir ou se rédiger par magie, malheureusement. Donc, en fait, qu'on prenne ou pas de la médication, c'est important, j'imagine, de développer des stratégies pour être capable de mieux vivre avec les difficultés qu'on rencontre qui sont liées à la planification, à l'organisation, à la mise en action, par exemple, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est important de miser aussi sur une approche de traitement qui inclut des interventions psychosociales permettant à la personne de développer des stratégies d'adaptation pour faire face à ces défis-là et à ces obstacles-là qu'elle va rencontrer au quotidien. Par rapport à Thomas, si on revient à notre fameux étudiant, c'est très possible qu'il a pu se rendre à l'université sans avoir besoin de médication. Par exemple, Thomas, il y a peut-être des caractéristiques personnelles qui lui ont permis jusqu'ici de réussir à l'école, comme peut-être des bonnes capacités cognitives. Donc, peut-être aussi que ses parents ont toujours été soutenants dans la gestion de sa vie quotidienne, donc la prise de rendez-vous, ces choses-là. Thomas a peut-être aussi toujours eu une bonne hygiène de vie en habitant chez ses parents et ainsi de suite. Par contre, le passage vers l'université, c'est une période où l'étudiant, où Thomas fait face à des défis qui sont majeurs. C'est le moment où on est souvent confronté à une baisse de soutien des parents parce qu'on ne vit plus chez nos parents pour la plupart. Rendu au cégep ou à l'université, on doit assumer toutes nos responsabilités financières, payer son loyer, se nourrir, en gros, subvenir à tous nos besoins de base. Alors qu'en même temps, les exigences scolaires augmentent. On doit donc planifier plusieurs heures d'études, des travaux en dehors des heures de cours, même faire nos lectures, les nombreuses lectures obligatoires, puis j'en passe. Donc, ce nouveau contexte-là crée un environnement qui est potentiellement et probablement difficile pour les personnes qui vivent avec un TDAH. Je comprends, puis en fait, j'imagine que c'est la transition qui doit être difficile aussi, puis j'imagine que c'est la même chose pour une personne qui va être sur le marché du travail. Oui, exactement, Marie-Pierre. Donc, est-ce que Thomas, il pourrait réussir ses études sans médication, selon toi? Ben oui, il peut. C'est vraiment une erreur de penser qu'une personne avec un TDAH ne peut pas réussir sans une médication. Thomas, oui, il va devoir développer des stratégies qui fonctionnent pour lui et peut-être aussi accepter que ce qui fonctionne pour lui n'est pas nécessairement ce que son ami ou ce que les autres dans sa classe fonctionnent pour eux. OK? Puis vice-versa. Il pourra peut-être avoir besoin de l'aide aussi des services adaptés de son université pour l'accompagner, l'aider à mieux fonctionner dans cette nouvelle réalité-là. Ce qui est certain, c'est que Thomas, il y a du potentiel et que la médication, c'est pas l'unique solution pour l'aider. Merveilleux. J'adore ton discours. Puis ça nous éclaire aussi vraiment sur l'importance d'avoir une approche, je dirais, multidimensionnelle pour s'adapter aux défis qui viennent avec un TDAH. Donc, pas se concentrer simplement sur une seule solution, y aller avec plusieurs solutions. Puis, je comprends aussi qu'il n'y a pas une seule solution. Ça diffère d'une personne à l'autre. Donc, chaque cas est unique. Si tu ne vois pas d'inconvénient, j'irai maintenant avec le deuxième mythe qui va comme suit. Donc, outre à l'école et au travail, le TDAH n'a pas d'impact dans la vie de tous les jours. Bien là, ça, c'est facile. C'est absolument faux, Marie-Pierre. Les impacts sur le fonctionnement de la personne qui vit avec un TDAH peuvent être nombreuses, puis aussi en lien avec toutes les sphères de sa vie, que ce soit personnel, dans la sphère personnelle, la santé physique, mentale, le sommeil,
les activités de loisirs aussi. Ça peut être aussi des impacts sur la sphère familiale, professionnelle, scolaire, même les relations sociales, les relations amoureuses. Donc, on voit qu'il y a plusieurs impacts, là. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que tu serais en mesure de nous donner des exemples concrets, là, concrètement, comment ces impacts-là peuvent se faire ressentir? Oui, il y en a plusieurs. On pourrait peut-être parler des difficultés à suivre une discussion qui serait liée à des symptômes d'inattention. Mais ces difficultés-là peuvent entraîner plus de conflits avec le partenaire amoureux parce que l'autre ne se sent pas écouté. Un autre exemple, le fait de toujours remettre à plus tard le commencement d'un travail de session. Hein? Je ne sais pas si mes étudiants écoutent, mais ça peut amener de sérieuses conséquences sur le rendement scolaire et faire en sorte que la personne ne remette pas un travail à la hauteur de son potentiel. Le fait d'avoir peut-être du mal à organiser ses idées peut amener des difficultés à exprimer ce que je veux vraiment dire aussi. Si on a du mal à se mettre en action, comme je parlais tantôt, le fait de passer son temps sur son cellulaire, à regarder les réseaux sociaux le soir, souvent, on sait c'est quoi, mais ça peut impacter le nombre d'heures de sommeil que j'ai, puis même ma disponibilité mentale le lendemain à l'école ou au travail. Ah, c'est clair. Bref, je pourrais vraiment continuer avec des exemples comme ça longtemps, mais peut-être qu'on pourrait revenir à Thomas, l'étudiant qui, disons par exemple, qui doit lire plusieurs textes obligatoires, comme c'est le cas de plusieurs étudiants. Supposons qu'il n'y a pas encore procrastiné. C'est le début de session, tout se passe bien, il y a quelques textes à lire encore, ça reste raisonnable. Cette tâche-là va quand même lui prendre le double peut-être de temps de ses autres collègues sans TDAH parce qu'il doit relire parfois plusieurs fois la même phrase ou le même paragraphe. Il a du mal à retenir aussi l'information qu'il lit. C'est pour ça des fois aussi qu'il doit relire. En plus, il est distrait par son environnement. S'il ne se met pas dans un environnement adéquat, il peut être distrait, penser à ce qu'il va manger ce soir, à sa sortie entre amis du lendemain. Il va finir, Thomas, par terminer ses lectures, mais ça va lui avoir pris toute son énergie. Il décide, finalement, à cause de ça, il est trop fatigué de ne pas aller s'entraîner, puis d'aller chercher un repas rapide là, pour son souper. En allant chercher son repas, il passe sur une lumière rouge. Il était inattentif. Il se fait arrêter par la police même. Donc, c'est une situation à peine exagérée, Marie-Pierre, mais qui montre comment parfois une difficulté peut amener d'autres difficultés. Ça a un effet boule de neige sur d'autres sphères de la vie de la personne qui vit avec un TDAH. C'est tellement intéressant, l'effet boule de neige. Souvent, on oublie, je pense, que les difficultés sont liées entre elles. Puis, en lien avec ça, je pense que j'irai maintenant avec notre troisième mythe et je reprendrai les propos de Thomas qui nous disait en fait que son prof lui a dit « Tu réussiras jamais aussi bien à l'école et sur le marché du travail que quelqu'un de normal. » Bon, là ici, d'abord, je pense qu'il faut mettre au clair que c'est pas parce qu'on a un TDAH ou un autre trouble neurodéveloppemental qu'on n'est pas normal, OK? C'est tellement important que tu le mentionnes. En fait, que tu mentionnes le fait que le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental parce qu'on dirait qu'on a tendance à penser que c'est un trouble de comportement un peu. C'est quelque chose qui se fait ressentir de par les symptômes d'hyperactivité, d'impulsivité, mais en fait, ça se passe dans le cerveau. Donc, on entend souvent justement parler des termes neurotypiques, neuroatypiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, le terme neurotypique est souvent utilisé pour désigner les personnes qui vont penser ou qui vont apprendre ou qui vont se comporter d'une manière qui est considérée comme normale dans notre société ou dans la culture dans laquelle on vit. Et pour vous donner un exemple, les écoles ou les lieux de travail sont souvent des lieux où ça correspond à ces normes-là. Il faut plutôt considérer qu'il y a de nombreuses façons de penser, d'apprendre, de se comporter. Puis, dans un monde où on serait complètement inclusif, ces différences de développement-là sont acceptées, sont considérées même comme typiques, au lieu d'être traitées comme des symptômes de troubles. Aussi, Marie-Pierre, d'utiliser les termes normal, pas normal, ça vient favoriser la stigmatisation. C'est clair.
ça peut faire en sorte qu'une personne, elle va pas aller chercher peut-être de l'aide par peur de se faire juger ou de pas être compris. Hein? Par exemple, le commentaire du prof d'économie de Thomas ou le fait que sa mère ne croit pas vraiment au fait qu'il y a un TDAH dans ses commentaires, mais ça peut avoir des conséquences sur sa confiance en lui, même sur sa motivation à développer des stratégies qui vont l'aider au quotidien. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'il y a plusieurs adultes avec un TDAH qui vont fonctionner adéquatement dans leur quotidien. Il n'y a pas juste du négatif, OK, qui est associé au TDAH, mais beaucoup de positif. Hein? Les personnes qui vont avoir un TDAH, les adultes qui vont avoir un TDAH vont être des personnes créatives. Ils vont peut-être penser à l'extérieur de la boîte, avoir une personnalité attachante avec de l'entre-gens. Ça va être des personnes qui vont peut-être utiliser l'humour au quotidien, qui vont avoir une intelligence émotionnelle qui permet d'être sensible à ce qui nous entoure. C'est des personnes qui sont curieuses, qui sont passionnées dans ce qu'ils entreprennent, qui ont une force de caractère aussi, qui font d'eux, je dirais, des travailleurs de choix pour plusieurs entreprises. Hein? C'est des leaders, finalement. C'est tellement pertinent que tu finisses sur cette note-là, puis c'est tellement vrai aussi que le TDAH, ça n'a pas juste des mauvais côtés, ça apporte des beaux côtés, des qualités qui sont super importantes, des très belles forces, puis on doit les exploiter, ces forces-là. En fait, on serait fou, je pense, comme société, de se passer de ces beaux talents. Vraiment. Puis je pense qu'en conclusion, Marie-Pierre, on pourrait aussi dire que c'est important pour les adultes qui ont un TDAH, peut-être qui nous écoutent, qui misent sur des stratégies d'adaptation qui fonctionnent pour eux, hein, pour mieux fonctionner au jour le jour. La prise en charge du TDAH, je dirais que c'est comme un sport d'endurance, hein, comme le Tour de France. On n'a pas besoin d'être parfait au quotidien. Hein, ça se fait sur le long terme. L'important, c'est de faire des progrès et de vous adapter finalement à votre situation au quotidien. Et si vous trébuchez, ce qui est tout à fait normal, bien, il faut refuser de baisser les bras. Okay? À la longue, bien, vous allez être gagnant. Donc, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, il faut continuer de pédaler. Okay? Donc, je reviens avec ma bienveillance. Hein? Soyez bienveillant avec vous. Donnez-vous l'autorisation d'être vous-même. Et aussi, bien, n'hésitez pas à consulter des professionnels qui sont bien au fait des difficultés qui sont liées au TDAH, qui pourront aussi relever vos forces, hein, vos progrès au quotidien, puis vous aider à ne pas tomber dans vos mauvaises habitudes. Ça pourrait être de consulter des psychoéducateurs, des psychologues ou d'autres intervenants psychosociaux. Wow, Jeanne, c'est tellement une belle conclusion remplie d'espoir. Merci tellement pour tous ces excellents conseils. Puis, pour ceux qui souhaitent aller plus loin puis en apprendre davantage sur le TDAH à l'âge adulte, je suis certaine que tu as publié un livre sur le sujet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, exactement. Mais j'ai fait l'adaptation française, un guide pratique adressé aux adultes qui ont un TDAH. C'est publié aux presses de l'Université du Québec et ça s'intitule « Mieux vivre avec le TDAH à l'âge adulte ». Guide pratique pour s'adapter en toutes circonstances. Super intéressant. Donc, à nos auditeurs, je vous invite d'abord à vous procurer cet ouvrage. Puis, je vous invite aussi à nous suivre sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer des prochains épisodes du balado Nuances. À bientôt! Ce balado est propulsé par les Fonds de recherche du Québec en collaboration avec le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. La réalisation est rendue possible grâce à l'expertise des productions Upawa, notre génie des coulisses, qui vous offre une expérience auditive sans égale. Nous remercions chaleureusement nos précieux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour.